Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série d'anecdotes historiques. Au programme, un accident résidentiel, une invitation perdue, une phobie destructrice, le fameux nombre pi ou encore un métro d'un autre temps. C'est parti. Nous sommes en 1974. Valéry Giscard d'Estaing vient juste d'être élu président de la République française. Homme politique d'importance, il compte bien souffler un vent de modernité sur les institutions françaises. Du côté vie privée, notre président est marié à Anémone depuis 1952 avec qui il a eu 4 enfants. C'est la première fois qu'une première dame aura un véritable rôle politique, s'occupant pendant le mandat de son mari des affaires socioculturelles. En effet, Valéry s'inspire beaucoup du président américain John Fitzgerald Kennedy, résolument novateur et comme lui met sa femme en avant. Mais 20 ans plus tard, il semble que le couple soit au bord de la crise. Bien qu'il préserve précieusement sa vie privée, on murmure qu'ils ne feraient que cohabiter ensemble. Le président aurait même une garçonnière dans laquelle il se rendrait chaque nuit. On dit de lui qu'il est un séducteur invétéré, se trouvant même affublé du surnom Valéry Folamour. Cependant, il semble qu'il préserve assez bien ses infidélités, puisque sa femme n'en a pas connaissance. C'est ainsi qu'un matin de septembre 1974, toutes ces rumeurs vont devenir publiques. Ce matin-là, au volant de la Ferrari de son ami, le réalisateur Roger Vadim, Valéry Giscard d'Estaing entre en collision place de l'Étoile avec l'arrière d'un camion de laitier. Le laitier en colère se serait violemment disputé avec le président, au point de les gifler. Mais il semblerait que Valéry Giscard d'Estaing soit passablement éméché et de plus en charmante compagnie. La rumeur prend alors de l'ampleur et en particulier dans le Canard enchaîné. On ne se gêne pas pour spéculer sur le nom de la jeune fille qui accompagnait le président. C'est le seul journal qui osera publier sur le sujet. On spécule alors beaucoup sur l'actrice Marlène Jobert, mais l'actrice et le président nieront toujours. La version officielle dit que le président était en réalité accompagné de la cousine de sa femme. L'affaire aurait pu nuire gravement à Valéry Giscard d'Estaing. Heureusement pour lui, les policiers qui interviennent sur les lieux de l'accident prennent la mesure que peut prendre l'affaire et l'étouffent rapidement. Sans photo de l'accident ni l'identité de la femme présente avec le président, alors il n'y a pas d'affaire. L'histoire ne dit pas si Madame Giscard d'Estaing a fait une scène de ménage à son mari, mais Anémone, issue d'un milieu bourgeois et conservateur, ne quitte pas son mari. Unis dans les valeurs traditionnelles, ils représentent un couple qui traverse les épreuves profondément attachés l'un à l'autre. Ils totaliseront 68 ans de vie commune jusqu'à la mort de Valéry Giscard d'Estaing en décembre 2020. Le 6 juin 2009 a eu lieu le 65e anniversaire du débarquement de Normandie. Cette date majeure dans l'histoire de France, qui a contribué à la défaite de l'envahisseur allemand, est un symbole de liberté. Cette cérémonie se veut résolument franco-américaine suite à l'élection présidentielle historique de Barack Obama en janvier 2009. Le président français Nicolas Sarkozy veut ainsi le mettre à l'honneur. On organise alors une cérémonie grandiose sur les plages d'Omaha Beach pour rendre hommage aux GI tombés au combat. Une brochette d'officiels étrangers est présente, sauf que, pas de reine Elisabeth qu'on invite chaque année. En effet, les soldats britanniques ont également contribué pour beaucoup à la libération de la France. Toutefois, le Premier ministre anglais, Gordon Broom, est présent. Mais lui en a fait la demande à l'Élysée. Outre-Manche, la France, et en particulier le président Nicolas Sarkozy, se fait assassiner par les tabloïds anglais, très friands de scoops exagérés. On parle d'insultes à la couronne, d'affronts jamais vus à la reine. On dit qu'Elisabeth est dans une colère noire. Serions-nous au bord d'un incident diplomatique ? En fait, pas du tout. Quelques jours avant la commémoration, la France se rend compte de son oubli et envoie dans la précipitation une invitation officielle au palais de Buckingham. Un peu court pour le protocole anglais, la reine ne peut pas venir. Elle répondra à l'invitation avec l'élégance et l'humour ironique qu'on lui connaît par cette phrase. Il y aura d'autres 6 juin. D'ailleurs, la reine ne s'attendait pas à être invitée puisque les commémorations étaient centrées sur l'amitié franco-américaine. Pas de quoi vexer l'indétrônable reine d'Angleterre. Comme dans les avions ou les trains aujourd'hui, il existait dans le métro et le RER parisien une première classe.
Véritable innovation technologique et révolution dans la façon de se déplacer à Paris, la première ligne de métro ouvre au public le 10 juillet 1900 entre la porte Maillot et la porte de Vincennes. En 5 mois, c'est pas moins de 4 millions de voyageurs qui empruntent le métro parisien. Un succès historique. Chaque métro comportait une rame de première classe, facilement identifiable puisqu'elle était de couleur jaune. Celle-ci était placée au milieu du métro pour assurer une meilleure stabilité et de la sécurité en cas d'accident. Si le billet était plus élevé que pour les autres rames, celle-ci était bien plus confortable. Les voyageurs avaient droit à des sièges moelleux en cuir plutôt que des lattes en bois pour les autres voitures. Cela permettait également aux gens de meilleure noblesse de ne pas côtoyer le commun des mortels. Rareté parisienne, seul le métro parisien possède des rames de première classe. Les voyageurs lambda sont autorisés à y entrer à partir de 1982. Mais attention, seulement en cas d'affluence. Finalement, ces voitures première classe seront abandonnées en août 1991 pour le métro et en 1999 pour le RER. Sa fermeture était demandée depuis déjà 30 ans par les abolitionnistes, favorables au mélange des classes dans les transports publics. Cependant, ces voitures avaient été abolies une première fois en 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec la volonté d'une union sociale et un regain des Français pour les sorties et les loisirs. A noter que pendant la guerre, il était interdit aux Juifs d'acheter un billet de première classe dans le métro et ils devaient obligatoirement se placer dans la dernière voiture du métro. Finalement, c'est pour des raisons financières que ces rames vont disparaître. En effet, elles coûtaient trop cher en frais de construction, d'entretien et d'agents de contrôle par rapport à l'intérêt des voyageurs pour ce type de rame. Aujourd'hui encore, le métro reste le moyen de transport le plus utilisé par les Parisiens au quotidien. En plein Moyen-Âge, les chats pullulent dans le royaume de France, mais ils ont mauvaise presse. On les assimile à des félins dangereux comme le léopard par exemple, mais plus petits, ils sont forcément plus mesquins. Ils voient dans le noir et ne dorment pas la nuit, les chats sont forcément maléfiques. Ils se prêteraient facilement à des activités de magie noire, voire de sorcellerie. Dans l'imaginaire, on pense que ce sont des sorciers participant au sabbat et aux messes noires. On les dit aussi responsables de la peste noire du XIVe siècle, mais à vrai dire, sans leur extermination, les pestes auraient été moins catastrophiques. Henri III arrive au pouvoir en 1514 et le roi est hélurophobe, c'est-à-dire qu'il a une phobie des chats. Et pour le bonhomme, c'est un calvaire. Les chats vivent en liberté dans le royaume. On dit qu'il fait des crises de panique à la simple vue d'un félin et qu'il peut aller jusqu'à s'évanouir. Dans un premier temps, Henri III interdit les chats au sein de la cour du château de Saint-Cloud, histoire d'être tranquille chez lui. Mais il ne peut se permettre d'interdire les chats sur tout le territoire français. Et le problème, c'est qu'Henri III se déplace souvent et qu'on doit faire en sorte qu'il croise le moins de chats possible lors de ses voyages. C'est donc sa garde rapprochée qui est chargée d'exterminer tous les chats susceptibles de se trouver sur le chemin du roi. Ainsi, on estime qu'en 15 ans de règne, plus de 30 000 chats auraient connu le trépas pour épargner la phobie d'Henri III. Bien des années plus tard, son successeur, Louis XIII, aura le comportement totalement inverse. Il adore les chats et en possède à lui seul 14. Henri III n'est pas le seul dirigeant à avoir souffert de cette phobie. On peut également nommer Napoléon, l'empereur français, Jules César, le créateur de l'Empire romain, ou même Alexandre le Grand, grand guerrier et conquérant. Nous avons tous eu affaire au fameux nombre-pi à l'école et aux formules qui vont avec, quitte à en perdre quelques cheveux au passage. Mais d'où vient-il? À quoi sert-il? Le nombre-pi a pris son nom définitif au XVIIe siècle. Il signifie périmètre et avant on l'appelait constante du cercle ou constante d'Archimède, ou le terme le plus approchant dans la langue concernée. Pi est étudié depuis la nuit des temps. À Babylone puis en Égypte antique, on fait déjà état de la formule pour calculer l'arc d'un cercle plus ou moins égal à 256 sur 81, soit 3,16, quasiment la valeur de pi. Mais sa découverte officielle est sans conteste attribuée à Archimède il y a 2200 ans déjà. Pour cela, il trace un cercle, en mesure le diamètre, puis sa circonférence et enfin divise la circonférence par le diamètre. Le chiffre pi se retrouve fréquemment dans les calculs pour les constructions des pyramides, et en particulier pour la plus connue, la pyramide de Khéops. Le nombre pi est principalement utilisé en géométrie, mais il a plein d'autres applications, en analyse, en algèbre, en statistique, en probabilité, en physique, ingénierie, architecture, construction, ou même dans l'exploration de l'espace.
Le nombre pi est un chiffre infini dont on n'a pas encore mesuré le nombre de décimales réelles. Sans répétition aux suites logiques, les décimales s'enchaînent. L'approximation la plus proche aujourd'hui est de 2 milliards de décimales. Mais des logiciels ultra performants planchent encore sur un calcul plus précis de pi. Pi fait également l'objet d'un record du monde, à celui qui arrivera à réciter le plus de décimales possible. En octobre 2015, l'Indien Suresh Kumar Sharma arrive à réciter plus de 70 000 décimales en un peu plus de 17 heures. Savez-vous aussi que Pi a sa propre fête, le Happy Day? Ouais, les scientifiques ont de l'humour. Elle est fêtée le 14 mars en référence à l'approximation la plus utilisée de Pi, 3,14, célébrée à 1h59 pour les puristes pour la suite des décimales. En 2015, elle est exceptionnellement fêtée le 14 mars à 9h26 et 53 secondes. Ce jour-là, des conférences sur le sujet sont organisées. Nombre d'écoles fêtent leur semaine scientifique à cette date. Pour fêter le nombre pi, on mange des apple pie, des pizzas, des pistaches, on boit des pina coladas et on chante Happy Day, l'hymne officiel de l'événement. La grosse éclate chez les matheux. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. J'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir quelques petites infos parfois peu connues. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt.